Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen, vous êtes vice-président du Front National. Hier soir, le tribunal de grande instance de Cayenne a condamné une ancienne candidate Front National à 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 50 000 € d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Est-ce que vous estimez que ce verdict est justifié ? Nous avions condamné ce qu'avait dit à l'époque Madame Leclerc. Elle avait été exclue dans l'heure du Front National, oui. Désinvestie de sa position aux élections municipales. Oui. Très bien, qu'elle soit condamnée politiquement, nous l'avons fait, et qu'elle soit condamnée judiciairement, probablement, mais pas dans ses proportions. C'est disproportionné pour vous ? C'est grotesquement disproportionné. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Si on compare notamment à ce que au jugement rendu contre d'autres personnes, d'autres coupables, je peux citer, si vous voulez, par exemple, Le Mans, oui. Juin 2014, agression ultra-violente d'un récidiviste contre un gardien de prison, 6 mois ferme, pas 9. Grande-Sainte, décembre 2013, massacré à coups de barre de fer un homme entre la vie et la mort. Le coupable a eu 8 mois ferme, pas 9. Vous voyez, et pas 50 000 € d'amende. Donc on voit bien qu'on est dans un jugement quasi politique. C'est un jugement politique. Est-ce que la justice aujourd'hui est politique sur ce jugement ? Mais je vois que c'est le mouvement Walwari ou Valvari qui a porté plainte. Voilà, créé par Mme Taubira en 1993, qui est à l'origine de la plainte là-bas, à Cayenne. Donc on voit bien qu'on est dans un jugement totalement politique, d'autant que le Front National comme parti politique se retrouve condamné. À quel titre ? Condamné à 30 000 € d'amende. À quel titre ? Je veux dire, à quel titre le Front National n'a jamais donné les moyens à Mme Leclerc d'avoir ces propos-là ? Le Front National n'a jamais... Elle a été candidate Front National, même si effectivement vous le disiez, vous avez fini par l'exclure. Vous savez, dans le droit français, il n'y a pas de responsabilité pénale d'une personne morale pour un délit relatif à la liberté d'expression. Donc le droit français, c'est illégitime. Ah, mais c'est même illégal. Je veux dire, ce jugement n'a pas de légalité, donc nous irons évidemment vous allez faire appel, évidemment. Donc on voit bien qu'on est dans la disproportion la plus terrible. Moi, j'ai le sentiment que la justice de Mme Taubira, elle est impitoyable quand Mme Taubira est victime. Mais elle est beaucoup plus laxiste et douce quand ce sont d'autres victimes. Et Mme Taubira semble avoir beaucoup moins de compassion pour les autres victimes quand elle n'est pas elle-même victime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que la justice règle des comptes ? Oui, règle les comptes, essaie de passer un message politique, détourne ce qui est normalement la justice et l'état de droit, fait fi même de l'état de droit pour des considérations politiques ou politiciennes. Et évidemment, Mme Taubira, l'ombre de Mme Taubira est derrière tout cela. C'est une évidence, même plus que ça, puisque le mouvement créé par elle-même est à l'origine de cette plainte. Vous pensez qu'elle a elle-même voulu manipuler la justice ? C'est ça ce que vous sous-entendez ? Je ne sais pas si elle a voulu manipuler la justice, mais de toute évidence, encore une fois, la justice de Mme Taubira est impitoyable. Quand Mme Taubira est victime, elle est beaucoup plus laxiste et beaucoup plus douce. Quand ce sont d'autres victimes, j'en ai donné quelques exemples, et ça va aller encore plus loin, puisque la loi Taubira, vous le savez, va renforcer le laxisme qui est déjà considérable dans notre pays. Vous parliez à l'instant, Florian Philippot, d'autres délits condamnés à un peu moins. Est-ce que ça veut dire que vous estimez qu'il y a une échelle des délits ? Est-ce que ça veut dire que, pour vous, le fait de comparer la ministre de la Justice à un singe, c'est moins grave ou plus grave que les délits que vous énonciez ? Je crois que ça choquera tout le monde de voir que dans notre pays, des gens qui massacrent d'autres personnes à coups de barre de fer, qui les laissent entre la vie et la mort, prennent moins qu'une personne qui a partagé sur sa page Facebook une caricature qui est insupportable et que nous avons condamnée, qui a eu des propos insupportables. Mais je pense que ça choquera tout le monde de savoir cela dans notre pays, comme ça choque tout le monde de voir des personnes qui sont remises en liberté alors qu'elles viennent d'être attrapées pour un délit ou un crime extrêmement grave. Est-ce que ça veut dire que c'est moins grave ? Que massacrer quelqu'un à coup de barre de fer, oui, je crois que c'est moins grave. C'est moins grave. Oui, je crois que c'est moins grave, effectivement. Et d'ailleurs, normalement, l'échelle des peines ne prévoit pas cela, ne prévoit pas que quelqu'un ait 8 mois et l'autre 9. J'aimerais que celui qui a eu 8 mois ferme ait beaucoup plus que 8 mois ferme pour avoir massacré quelqu'un à coup de barre de fer et l'avoir laissé entre la vie et la mort. Ça mérite des années de prison. Le Front National avait demandé à ce que le président du tribunal de grande instance de Cayenne se retire parce qu'il appartient au fameux syndicat de la magistrature. Est-ce que vous estimez que le fait qu'il soit syndiqué fait qu'il est moins impartial ? Le problème du syndicat de la magistrature, c'est que vis-à-vis du Front National, nous sommes actuellement en instance. La présidente de ce syndicat a été mise en examen pour injure contre le Front National. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème là aussi. On ne peut pas rendre la justice de manière neutre, sereine et objective dans ces conditions. Voilà. Donc à partir de là, oui, normalement, une justice transparente, digne de ce nom, équilibrée, aurait dû naturellement démettre ce juge. Vous pensez bien qu'on entend le même discours du coup que Nicolas Sarkozy. Vous comprenez du coup davantage aujourd'hui ce que dit Nicolas Sarkozy quand il dit que lui, il n'est pas jugé de manière impartiale ?
Oui, mais Monsieur Sarkozy, le gros problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Il peut demander à ce que ce juge ou cette juge ne soit plus de la partie, voyez-vous, et il ne le fait pas. Mais vous comprenez bien qu'il l'utilise comme seul argument politique. Vous dénoncez la même chose que lui, Florian Philippot. Oui, de ce point de vue-là, qu'il y ait un problème avec le syndicat de la magistrature, je pense que tout le monde en est conscient. Après le mur des cons, après des propos qui sont inacceptables, après des prises de position politiques et politiciennes qui sont inacceptables, elles aussi, bien sûr qu'il y a un problème avec ce syndicat et avec la neutralité donc de la justice dans ces conditions. La seule différence vis-à-vis de M. Sarkozy, pardonnez-moi, c'est qu'il apparaît dans 7 affaires. 7 différentes. C'est qu'il ne donne pas un élément de réponse sur le fond, sur les accusations très graves qui sont portées contre lui. Mais sur la justice... c'est qu'il y a une volonté d'instrumentaliser ce type de réponse, si vous voulez, parler du syndicat de la magistrature, mais il n'en tire pas les conséquences. Il peut demander comme justiciable à ce que ses droits soient respectés. Sur la justice, il estime, et vous aussi visiblement, que la justice aujourd'hui n'est pas totalement indépendante. Mais elle ne l'était pas non plus du temps de Nicolas Sarkozy. Et ça, je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy le dira. Pour vous, aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. La plupart du temps, elle ne l'est pas. Bien sûr, la justice aujourd'hui est en grave dysfonctionnement dans notre pays. Je crois qu'on le sait d'abord parce qu'il n'y en a pas suffisamment de moyens. Il y a des juges qui veulent bien travailler, il y a du personnel de justice qui veut bien travailler, et je crois qu'ils sont même majoritaires, mais ils n'ont pas les moyens d'abord pour le faire. Et ensuite, il y a une politisation de la justice qui est insupportable. Et je crois que les mandats Sarkozy, puis Hollande, Valls, Taubira, et je les mets dans le même sac, eh bien, ont aggravé la situation. Il y a 1 mois et demi, Marine Le Pen a pris ses distances avec Jean-Marie Le Pen après ses propos antisémites, notamment à propos de Patrick Bruel. Maintenant, il y a cette condamnation quand même pour des manipulations d'images et des incitations à la haine raciale. Est-ce que ça veut dire que cette normalisation du Front National s'est ratée ? Excusez-moi, d'abord, il n'y a pas eu de propos antisémites de Jean-Marie Le Pen. Enfin, on va pas revenir sur cette affaire-là. Vous estimez que les propos de Jean-Marie Le Pen non, parce qu'il ne concerne pas que Bruel et que voilà. Donc vous excusez quand même les propos de Jean-Marie Le Pen. Je n'excuse pas. Nous avons considéré que c'était une faute politique dans le sens où il aurait pu savoir, avec son expérience politique, qu'il y allait avoir une instrumentalisation tout à fait malhonnête de ses propos. Mais ça veut dire que sur le fond, vous ne condamnez pas ses propos. Non, mais je les ai jamais condamnés. Non, mais je considère. Donc vous pensez simplement que c'était une maladresse. C'est une faute politique, c'est une maladresse politique. Un quiproquo, quoi. Probablement, oui, tout à fait. Ça n'était qu'un quiproquo. Je ne suis pas là pour dire que tel ou tel serait antisémite, alors que je considère en écoutant ses propos que ça n'était pas antisémite. Mais ce qui est intéressant, c'est l'adjoint à Vaux-en-Velin socialiste, qui lui, il y a quelques jours, a eu des propos antisémites. Je crois qu'il s'en est pas caché. Est-ce qu'il a été exclu par le Parti socialiste ? Non. Est-ce qu'on en a même parlé beaucoup ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a été forcé ou est-ce qu'on lui a demandé de démissionner ? Non. Il est toujours là, en poste, il n'a pas été exclu du Parti socialiste, adjoint à la mairie de Vaux-en-Velin, adjoint socialiste qui a eu des propos antisémites, en fait, pour le coup. Ça veut dire finalement que vous êtes pareil que les autres partis. Non, ça signifie qu'il y a un peu un 2 poids 2 mesures, parce que le Front National, oui, bien sûr, quand il présente 21 000 candidats aux élections municipales, il peut avoir quelques erreurs de casting ou quelques brebis galeuses, mais il s'en sépare dans l'heure. Quand le PS et l'UMP sont confrontés au même type de problème, et je ne parle pas des myriades d'affaires de corruption. En fait, le Front National est un parti un peu comme les autres. Non, je ne parle pas des myriades d'affaires de corruption qui sont accrochées au basque du PS et de l'UMP, ce qui n'est pas le cas du Front National. Je ne parle même pas de cela, et c'est pourtant le pain quotidien de ces partis-là aujourd'hui, on le sait bien. Eh bien, quand ils ont des élus indélicats ou qui ont des propos inacceptables, ou des candidats, ils n'en font rien. Ils ne font rien au Parti Socialiste et à l'UMP. Ils ne s'en séparent pas. Alors on aurait pu dire la même chose concernant l'élu UMP dans le Sud qui avait parlé des Roms et parlé de l'idée de les brûler. Il n'a rien eu, il n'a pas eu de sanction de la part de son parti. Aujourd'hui, Florian Philippot, vous estimez que le Front National fait son boulot de ce point de vue-là ? Le Front National est peut-être le seul à faire son boulot. Oui, il est exemplaire. Alors oui, il subit beaucoup plus la pression médiatique que les autres, bien évidemment, parce que, encore une fois, quand une affaire concerne un socialiste ou un UMP... On en a parlé quand même dans les médias de cette affaire. Infiniment moins, et je pense qu'on passera pas 3 ans à interroger tous les responsables nationaux du PS sur cette affaire-là, alors qu'on l'aurait fait pour le Front National, mais peu importe. En tout cas, nous prenons nos responsabilités, comme on l'avait fait dans l'affaire Leclerc. Le Front National, aujourd'hui, c'est un grand mouvement patriote qui rassemble des millions et des millions d'électeurs et de plus en plus d'adhérents. Et ça, c'est extraordinaire de voir la fulgurance avec laquelle les adhésions arrivent au Front National et au Rassemblement Bleu Marine, ce qui démontre qu'il y a une dynamique. Et quand il y a des indélicats, et il y en a nécessairement quand on concentre autant de monde, eh bien on s'en sépare, on en tire les conséquences, ce qui n'est pas le cas des autres partis. Il a une enquête interne sur les propos de cet élu. Qui a fait pchit, qui n'a débouché. Qui vient de commencer. Hein. Enfin, écoutez, on lui a même, je crois, confié une mission. On suivra, vous avez raison, là-bas, on lui a confié une mission supplémentaire. Vous voyez, c'est presque une promotion. On suivra, Florian
Philippot. Ah oui, on suivra de près, oui. Parlons de la réforme territoriale. Elle va être discutée aujourd'hui à l'Assemblée. Les députés socialistes se sont mis d'accord hier sur une nouvelle carte avec 13 grosses régions et notamment la possibilité d'une super région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Martine Aubry s'y oppose et le député socialiste du Nord, Bernard Roman, dit qu'il redoute que cette région, je cite, bascule Front National. Donc pour vous, ça veut dire que ce serait plutôt une bonne nouvelle. Décidément, ils n'ont pas d'autre obsession dans la vie. Je vous entends souffler, pester. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer au puzzle avec la carte de France, ou au ciseau, je ne sais pas, avec comme seule arrière-pensée où sera ma baronnie demain. C'est Madame Royal, c'est Madame Aubry. Je serai baronne de quoi ? De quelle baronnie? Quel score fera le Front National dans ces nouvelles régions? Elle veut pas que la baronnie s'élargisse. Donc vous voyez finalement... Où est la réflexion sur l'intérêt de la France et des Français dans cette affaire-là? À part jouer au puzzle, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Pour vous, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ça n'a pas de sens. Pas. Mais moi, je suis contre ces grands lenders. Je suis contre parce que d'abord, je sais de qui ça vient et ils devraient avoir l'honnêteté de le dire. Ça vient de Bruxelles, cette demande. Bruxelles demande à ce que la France se landerise, à ce qu'il y ait des grosses régions, des grosses baronnies. Ça marche plutôt pas mal en Allemagne, non? L'Allemagne aujourd'hui est quand même dans une situation qui fonctionne plutôt bien. D'abord, l'Allemagne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a son modèle. Il y a la Bavière depuis très longtemps. L'Allemagne, c'est un modèle fédéral qui lui convient. La France n'est pas un État fédéral, c'est une république une et indivisible, et c'est un État qui a besoin d'unité nationale. Nous considérons, nous, qu'il doit y avoir le modèle républicain. Le modèle républicain doit s'appliquer, c'est-à-dire le triptyque commune, département, État. Aux départements et aux communes, la proximité. Par exemple, la gestion des collèges et des lycées doit revenir au département. À l'État, le stratégique. Ça veut dire que cette carte, vous êtes complètement contre. Mais nous considérons que c'est d'abord, extrêmement coûteux. Parce que toute dérive supplémentaire de la décentralisation s'est traduite par des coûts supplémentaires, on le sait, et M. Séguin l'avait dit. Les étapes du millefeuille, a priori, ça devrait quand même, à un moment ou à un autre, faire des économies. Mais quel étage? On n'enlève rien du tout, là. On aura toujours communes, interco, départements, régions, même super régions, donc qui seront super coûteuses parce que les grands féodaux qui seront à la tête de ces régions, on voit bien que ça commence déjà la compétition. Eh bien, ils auront l'ambition de montrer, d'en imposer, comme on dit. Ils voudront démontrer par de la com supplémentaire, qu'ils sont capables de faire plus grand, de faire plus beau, de faire meilleur, et ça coûtera beaucoup plus cher aux contribuables. Je peux vous l'annoncer tout de suite. Donc, on ne fait pas de réforme territoriale. D'abord, ensuite, ce sera plus coûteux, ce sera plus loin des citoyens, et ce sera très mauvais pour nos territoires ruraux, pour la ruralité française, pour les villes moyennes, parce qu'elles seront encore plus loin des centres de décision. Et évidemment, elles seront abandonnées, je pense notamment à nos préfectures de département et à nos sous-préfectures. Alors nous considérons qu'il faut que la région aujourd'hui française ne soit plus un échelon à part entière, qu'elle soit simplement une instance de coordination entre les départements qui sont l'échelon de proximité. Donc plus d'élus propres, là ce sera des vraies économies, plus d'organismes rattachés qui coûtent extrêmement cher. Mais pourquoi pas carrément la supprimer plutôt que de la garder comme par exemple les conseils économiques et sociaux régionaux? Finalement, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique? On peut y réfléchir, pourquoi pas. Mais simplement, quand il y a des régions qui existent pour des raisons historiques ou qui peuvent avoir un intérêt de coordination entre les départements, on peut les conserver, mais à condition qu'elles ne coûtent pas. C'est-à-dire qu'elles n'aient pas d'élus, qu'elles n'aient pas d'instances administratives rattachées et qu'elles aient moins de compétences qu'aujourd'hui. Tout ce qui est proximité doit revenir au département, tout ce qui est stratégique doit revenir à l'État. Parce qu'aujourd'hui, la seule instance capable de se battre dans la mondialisation, c'est l'État-nation, alors que Bruxelles voudrait discuter directement avec les régions. On sait très bien, il voudrait squeezer l'échelon national. Bruxelles. Arnaud Montebourg. Mais il ferait bien de le dire, les ministres, que ça vient de Bruxelles. Vous l'avez dit en tout cas. Ils font croire que c'est leur initiative. C'est pas leur initiative. C'est Monsieur Juncker aujourd'hui, le grand seigneur Juncker, président de la Commission européenne. Notre grand seigneur, notre grand féodal, qui a été hier nommé par le PS et l'UMP. Vous êtes très moyenâgeux aujourd'hui. C'est ce système-là qui est assez. Vous voyez, quand on revient aux féodalités, c'est assez médiéval, effectivement. Arnaud Montebourg veut s'attaquer aux professions réglementées, notamment celles qui sont en situation de monopole, pour faire baisser les prix. Thierry Mandon, le secrétaire d'État à la réforme de l'État, dit que notamment sur les huissiers et les notaires, il y a des corrections à faire. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Qu'il y ait des corrections de ci, de là, bien évidemment. Rien ne doit rester figé. On peut toujours améliorer un système. Ça va plutôt dans le bon sens. Essayer de le rendre moins coûteux. Mais là aussi, je vais être obligé de vous dire une toute petite chose, que ces gens-là, que M. Montebourg disent la vérité. Cette réforme-là lui est imposée aussi par Bruxelles. Mais qu'elle vienne de Bruxelles ou qu'elle vienne de lui, la question n'est pas là. Moi, ce que je vous demande, il y a d'abord un problème de légitimité démocratique. Qu'elle vienne de là-bas ou qu'elle vienne d'ailleurs, l'idée peut venir d'où que ce soit. Est-ce qu'au final, c'est une bonne réforme? C'est pas une idée qui vient, c'est une imposition. On impose à la France de faire cette réforme-là. Est-ce que la réforme est bonne? Non, elle n'est pas bonne pour une raison simple. Donc vous ne voulez pas supprimer ces monopoles? Non, je ne le veux pas pour une raison d'abord simple, c'est que ces monopoles-là, comme vous dites, ils seront remplacés par d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel est l'objectif de Bruxelles là-dedans? Parce que quand Bruxelles passe, l'objectif c'est de faire passer le rouleau compresseur ultralibéral et antisocial. C'est que
de nouveaux marchés soient créés pour qu'ils soient captés par les grandes multinationales. C'est le seul objectif. Ils sont pas là dans un objectif philanthropique ou pour faire baisser les coûts pour les consommateurs. Rassurez-vous. Mais si ça fait baisser les coûts. Mais on nous fait à chaque fois la même promesse. On nous a dit pour le renseignement, quand on a supprimé le 12, on est passé, vous savez, au 118, machin chose. Ça a multiplié par 10 les prix. Quand on a ouvert l'électricité et le gaz à la concurrence débridée, ça a multiplié les prix, etc., etc. Ce sera pareil pour le train demain. Non, je considère qu'une réforme doit avoir une légitimité démocratique. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être imposée par des gens non élus à Bruxelles. Elle doit venir du peuple et des représentants du peuple. Ils ont visiblement choisi, eux... et puis il y a des problèmes de sécurité. On va ouvrir demain les pharmacies. La vente de médicaments en grande surface. Pas sûr, c'est un des projets, effectivement. Ça fait partie de cette logique-là. Et puis M. Bondebon n'aura pas le choix. Alors, le problème de sécurité, c'est quoi ? Moi, je préfère que, effectivement, le secteur du médicament et de la santé soit réglementé. Voilà. Pour une raison simple, c'est qu'il y a, on sait, des faux dans le domaine du médicament. On sait qu'on a besoin de professionnels, on a besoin de gens bien formés, et nous les défendrons bec et ongle. Le conflit israélo-palestinien, il y a eu des violences dimanche soir à Paris, des manifestants pro-palestiniens qui s'en sont pris à des synagogues. Est-ce que vous redoutez que le conflit au Proche-Orient entraîne ici, en France, l'embrasement d'une partie de la population française ? Probablement parce que malheureusement aujourd'hui nous sommes dans un modèle communautariste. C'est-à-dire qu'on a oublié l'assimilation républicaine, on a fait venir une immigration de masse de manière totalement irresponsable et on continue sous Sarkozy comme sous Hollande, ce qui importe les conflits. Alors il est tout à fait triste et dommageable et dangereux de voir des conflits étrangers qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas la France, importés sur le territoire national français. Alors on doit se battre contre cela en se battant contre le communautarisme, en faisant respecter la loi républicaine et en stoppant une bonne fois pour toutes l'immigration, parce que plus on multipliera l'immigration, surtout en période de crise, plus évidemment on importera des conflits étrangers. Quant à la politique étrangère de la France, elle doit être responsable, elle doit être équilibrée, elle doit être indépendante et non pas systématiquement raccrochée à Washington ou aux États-Unis. Là, il n'y a plus de politique étrangère. Il reste une politique, une diplomatie Miss France. Hein. On dit je suis pour la paix. François Hollande n'est pas Miss France, même avec ses nouvelles lunettes. Il est le président de la République. Il doit donc imposer une stratégie de sortie de crise et expliquer quelle est notre ambition, comment la France peut jouer au Conseil de sécurité de l'ONU, quel point de convergence ou de divergence elle peut avoir avec les autres grandes diplomaties mondiales. C'est ça une diplomatie responsable. Vous êtes vice-président du Front National. Est-ce que vous pourriez aimer, à un moment, viser d'être président du Front National ? Non, c'est pas du tout une question qui se pose. Mais aujourd'hui, on a un congrès en novembre. Ah non, elle se pose absolument pas aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est notre congrès qui va permettre de faire du Front National une machine encore plus performante et de rassemblement des patriotes. Un seul candidat, en l'occurrence une seule, Marine Le Pen, candidate unique. Ça vous paraît normal ? Chacun avait le droit de se présenter. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait 2 candidats. Vous savez, il y avait aussi Bruno Gollnisch. Les adhérents avaient tranché. Cette fois-ci, aucun autre candidat n'a voulu se présenter parce que Marine Le Pen a une légitimité absolument totale. Et il suffit de voir comment sa stratégie au sein du Front National a fonctionné. Il suffit de voir ses résultats électoraux à toutes les élections et à l'élection présidentielle notamment. Et puis aux dernières européennes, nous avons été premier parti de France. Et bien évidemment, c'est notre grand avantage. Nous sommes unis, nous sommes rassemblés face à des partis en lambeaux. Est-ce que sa légitimité, c'est aussi qu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen et qu'elle est de la famille Le Pen ? Est-ce que vous, qui n'êtes pas de la famille LePen, vous pourriez envisager quand même à un moment de prendre la direction de ce parti ? Non mais pourquoi pas ? Je veux dire, tout est possible. Tout est possible. Mais la direction du Front National n'a jamais été réservée à la famille Le Pen. Mais de fait, elle l'a été. Il y a beaucoup de cadres aujourd'hui. Vous savez, un parti, c'est pas simplement le président. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, sa légitimité, elle la tient d'abord des électeurs au sein du Front National, des adhérents qui l'avaient élue en 2011, et elle la tient surtout des succès incroyables qu'elle a remportés. Il n'y a aucun doute pour vous là-dessus sur le fait que seuls les Le Pen étaient à la tête du parti jusqu'à présent. Aujourd'hui, ils l'ont été. C'est un fait historique. Mais ça pourrait changer. Mais ça peut tout à fait changer. Je veux dire, il n'y a pas de règle là-dessus. Un parti politique, vous savez, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour arriver au pouvoir, pour appliquer ses idées. Vous préféreriez qu'on soit dans l'état des autres ? Qu'on ait un triumvirat ou des déchirures permanentes, des déchirements permanents. Au moins, c'est sûr qu'il n'y a pas de déchirement. Non, il y a un front uni, un rassemblement des patriotes qui viennent de partout pour changer les choses en France. Je crois qu'on en a besoin parce qu'on a face à nous des partis à la ramasse, le PS et l'UMP. Nous préférons être un grand parti de masse populaire qui aille à la conquête du pouvoir. Populaire, mais avec quand même toujours une famille à sa tête. Mais il n'y a pas de famille, non, il n'y a pas de famille à la tête. Pas de clan. Bon, merci infiniment. Non, il y a des cadres dirigeants et il y a Marine Le Pen qui a une légitimité démocratique. Merci Florian Philippot d'avoir été mon invité ce matin.